À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Douninkoro, région de Ségou, la 4e. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, la fourniture en carburant a connu un léger mieux et les efforts vont se poursuivre sans relâche. C'est ce qui ressort de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Après Octobre rose pour les femmes, voilà Novembre bleu pour les hommes pour le dépistage du cancer, notamment tous les cancers de l'homme et à travers le dépistage, la communication pour que le cancer chez l'homme ne se discute plus sous le manteau, notamment celui de la prostate. Le directeur général des impôts sur le terrain pour galvaniser les travailleurs pour l'atteinte des objectifs de mobilisation des recettes pour renflouer les caisses de l'État. Hors du Mali, la Guinée-Conakry se réinvente en matière de développement avec son nouveau projet appelé Simandou, lancé hier par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Au Gabon, la cour d'appel de Libreville a condamné hier à 20 ans de prison l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine. Et puis en sport, il sera question de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025. Le Mali a obtenu son ticket pour le prochain tour hier après sa victoire face à l'Arabie Saoudite. Il sera également question de la Ligue des champions au niveau des dames de la Confédération africaine de football. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mercredi 12 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La réunion a fait un large tour de l'approvisionnement du pays en carburant tout en revisitant le processus de dispatching à travers tout le pays. La réunion s'est rendu compte du léger mieux dans l'approvisionnement des stations en hydrocarbures. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. De l'exposé du directeur du Centre de coordination et de gestion des crises, SECOGEC, il ressort que 215 stations-service ont été approvisionnées en hydrocarbures pendant la semaine écoulée. Un léger mieux dû à la bonne mise en œuvre du processus de dispatching du carburant à travers tous les pays. La réunion des points focaux des départements ministériels et celle du comité technique se sont tenues. Sur le plan de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, tout se passe bien. Le directeur général des douanes et celui de la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence ont salué la bonne mise en œuvre du dispositif de dispatching mis en place. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a félicité les membres du comité pour le bon travail accompli. Il a demandé à tous de rester concentrés sur les questions d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Même exercice dans la capitale du Mali-État, à Koulikoro, en deuxième région, pour le gouverneur, le colonel Lamine Kapori Sanogo, qui suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation de la desserte des populations en hydrocarbures. Il ressort de ces échanges avec le comité de gestion des crises et catastrophes qui a un léger mieux, mais il existe encore des difficultés. Boubacar Sissoko. Cette réunion avec les membres du comité régional de gestion des crises et catastrophes de Koulikoro s'inscrit dans la suite logique de celle tenue le jeudi 6 novembre dernier sur l'approvisionnement de la région en hydrocarbures. Les échanges ont abouti à des solutions qui visent à mieux coordonner la desserte des stations-service en carburant. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Voir le point d'exécution, de mise en œuvre de différentes recommandations qui avaient été formulées. Et principalement, nous avions évoquer des difficultés en matière de coordination déjà des services au niveau des stations et des points de vente. Deuxièmement, nous avons parlé de la nécessité d'interopérabilité entre les opérateurs économiques pour que les populations puissent être servies à temps et en toute sécurité. Il ressort également des échanges que la dynamique de distribution correcte des consommateurs dépend de l'obtention d'informations fiables sur le processus de répartition des citernes destinées à la région de Koulikoro. Dans ce contexte, le chef de l'exécutif régional souhaite fournir l'ensemble des cercles de la région en carburant dans la sécurité. Aujourd'hui, nous devons évoluer avec l'esprit que les hommes armés, les groupes armés terroristes vivent auprès de nous. Donc, chaque fois qu'il y a une masse importante au niveau des points de vente, des commerces, vraiment ceci nous interpelle tous. Nous devons les éviter pour qu'il n'y ait pas de problème à desservir le Mali et particulièrement la région de Koulikoro.
Nous avons un plaidoyer, ça concerne quelques cercles, notamment Banamba, Kolokani et parfois même Kangaba, alors, qui ont parfois des difficultés. Et nous sommes en train d'échanger avec les autorités militaires afin de permettre l'export des citernes destinées à ces localités. Le comité régional de gestion des crises et catastrophes de Koulikoro a rassuré le gouverneur de région de sa disponibilité à rester vigilant pour bien coordonner la fourniture des habitants de Koulikoro en carburant dans la quiétude au niveau des stations-service. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salifou Maïga pour l'ORTM. De Koulikoro, la deuxième région, nous mettons les câbles sur Ségou. La quatrième, la cité de Balanzan, a reçu sa dotation en carburant avec 17 citernes réceptionnées par le gouverneur de la région, Honoré Tchenou. Un ouf de soulagement pour la population de Ségou, avec l'arrivée du tout premier convoi de citernes pour le ravitaillement de la 4e région en carburant. 17 citernes au total viennent alléger la souffrance des populations face à la pénurie de carburant qui sévit depuis plus d'un mois. Commissaire général des brigades Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Cette opération s'est déroulée sous escorte des forces de défense et de sécurité que je tiens ici à saluer pour leur professionnalisme et leur engagement constant au service de la nation. Cette étape marque un tournant très important dans la stabilisation de la situation. Nous saluons aussi les efforts des chauffeurs et de rendre hommage aux pétroliers pour les efforts qu'ils ont consentis. Je salue encore une fois la résilience et la belle patience des populations de Ségou. L'arrivée de ces citernes constitue déjà un motif de satisfaction pour la population de Ségou. Baba Kamian, citoyen de Ségou. Nous ne savons que dire de l'arrivée de ces citernes. Nous en sommes très contents. Nous félicitons et remercions les militaires de cet effort pour que nous ayons du carburant. Kouni Koulibaly, chauffeur. Nous n'avons rencontré aucune difficulté de Koulikoro à Ségou grâce au professionnalisme des femmes. Le voyage s'est déroulé dans une bonne collaboration. Cette dotation fera l'objet d'une répartition adossée à une série de concertations au préalable définissant les modalités de distribution avec à la clé des mesures de sécurité. Pour la distribution, solidarité, discipline et partage doivent guider les pas de chaque citoyen. Aussi, il est conseillé d'éviter le stockage de carburant à domicile pour une meilleure gestion de ce stock, mais aussi et surtout pour être à l'abri des conséquences désastreuses. Ségou, Honoré Tchenou et Moussa Foufana pour l'ORTM. Retour ici à Bamako avec cette nouvelle. 4 nouveaux membres font leur entrée à l'Office de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Il s'agit de Modibo Sako, nouveau président de l'OCLEI, de Mohamed Saïd Houssen, colonel-major Modibo Issa Georges Keïta et de Mamadou Siragata Traoré, tous membres. Ils ont prêté serment ce matin devant les membres de la Cour suprême. Juste après, le président de la Cour suprême a envoyé les nouveaux membres à l'exercice de leurs fonctions. Et puis ce communiqué du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, c'est avec une profonde tristesse que le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a appris l'assassinat lâche de la jeune influenceuse Mariam Cissé le vendredi 7 novembre 2025 à Tonka, dans la région de Tombouctou. Cet acte ignoble dénote une fois de plus la barbarie et le désespoir des groupes armés terroristes. Mariam Cissé a été assassinée pour avoir soutenu son armée qui engage des victoires sur les forces obscurantistes et leurs sponsors. À travers ce crime odieux, les groupes armés terroristes ne font que renforcer la détermination des millions de Mariam Cissé, conscientes du sacrifice qu'exige le choix souverain de notre pays. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille rassure les populations de Tonka, singulièrement la famille de la victime, que cet acte barbare ne restera pas impuni et que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que les auteurs et leurs complices répondent de leur forfait devant la justice. En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée de la courageuse Feu Mariam Cissé, aux populations de Tonka et partout où les populations résistent aux forces obscurantistes. C'est signé du ministre Diarra Djeneba Sanogo. Et puis ce tout communiqué, les femmes du Mali ont pris avec consternation l'assassinat barbare de notre fille, petite fille et sœur Mariam Cissé à Tonka, jeune tiktokeuse enlevée, exécutée et jetée publiquement le vendredi 7 novembre. Quelle lâcheté, quelle honte, quelle ignominie de s'acharner sur cette jeune dame qui n'exprimait que sa foi et son amour pour sa patrie, le Mali.
Les femmes du Mali expriment toute leur douleur et leur indignation pour ce crime. Cette mort incarne la dignité et le patriotisme de cette dame. Dors en paix, Mariam Sissé, tu restes et seras accueillie par les anges. Les femmes du Mali exhortent le gouvernement à ouvrir des enquêtes pour ce crime qui ne devra pas rester infini. C'était signé de la plateforme des femmes leaders du Mali. Actualité hors du pays en Guinée-Conakry, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a lancé hier le projet Simandou à présence de ses homologues du Gabon et du Rwanda. C'est une réserve de 2 milliards de tonnes de fer de haute qualité avec un investissement de 20 milliards de dollars, 650 km de chemin de fer traversant la Guinée d'est en ouest. Au Gabon, la cour d'appel de Libreville a condamné hier à 20 ans de prison Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, épouse et fils de l'ancien président Ali Bongo. Ils ont été condamnés pour détournement de fonds publics, une peine qui correspond aux réquisitions du parquet qui avait demandé 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende jugés par contumace, c'est-à-dire en leur absence. L'ex-première dame et son fils vivent en exil à Londres, en Angleterre. En Tanzanie, plus de 200 personnes ont été inculpées pour trahison au complot à la suite des manifestations post-électorales, tandis que l'opposition dénonce une répression sanglante des mandats d'arrêt émis par la police visant plusieurs figures de l'opposition pour avoir soutenu la contestation. Parmi elles figurent notamment des responsables du parti Chadema, principale formation d'opposition. En Angola, le pays a célébré hier le 50e anniversaire de son indépendance. Dans son discours, le président João Lourenço a rappelé que malgré les progrès réalisés sur le plan de développement en matière d'infrastructure et d'éducation, l'Angola est toujours en chantier car il faut préserver l'unité nationale. L'Éthiopie va accueillir en 2027 le sommet de la COP32 sur le climat. La proposition a été approuvée hier à l'unanimité par le groupe Afrique à Belém, au Brésil, où se tient actuellement la COP30. Elle devra être adoptée au consensus des États membres durant cette conférence en cours et qui se termine le 21 novembre prochain. L'Éthiopie a lancé sa candidature en septembre dernier au sommet de la COP qui tourne entre les différentes régions du monde et l'Éthiopie devra abriter la prochaine COP dénommée COP 32. Enfin, aux États-Unis, le plus long shutdown de l'histoire du pays va se conclure ce mercredi. La Chambre des représentants doit adopter l'accord voté au Sénat pour mettre un terme à une paralysie budgétaire de plus de 40 jours. Le président Donald Trump a déclaré que la fin à venir de la paralysie budgétaire aux États-Unis représente une très grande victoire pour les républicains. Annoncé dans les titres, Novembre Bleu a pris ses marques pour la première fois hier à Bamako, au stade Mamadou Konaté, à Tomikorobougou, en commune 3 du district de Bamako. Et c'est après Octobre Rose, les hommes vont avoir aussi l'occasion de se faire dépister à travers la campagne Novembre Bleu dédiée à la lutte contre les cancers masculins. Parmi les plus récurrents, le cancer de la prostate. Le reportage de Maïmouna Guindou. La couleur bleue s'invite ce mois-ci dans les hôpitaux, les rues et les médias. Derrière cette vague symbolique, une cause de santé publique encore trop souvent passée sous silence, le cancer de la prostate. Les urologues maliens ont donné le ton du mois de sensibilisation baptisé Novembre Bleu, rejoignant ainsi une dynamique mondiale. Mohamed Lamine Diakité, président de l'association malienne des urologues. Il faut dire que le cancer est le premier cancer urogénital chez l'homme. Plus de 100 cas sont diagnostiqués par an dans le service d'urologie du CHUD.G. Pendant tout ce mois de novembre, une campagne de dépistage du cancer de la prostate à l'intention des hommes de 45 à 70 ans. Ce dépistage sera basé par un dosage instantané du PSA avec des équipes dans tous les services d'urologie des hôpitaux et des CCRF. Et la clinique mobile du laboratoire KFAM à la maison des aînés. Colonel-major Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. À travers Novembre Bleu, notre objectif est d'encourager les hommes à prendre soin de leur santé, promouvoir le dépistage régulier du cancer de la prostate et des autres cancers masculins, et mobiliser les familles, les communautés et les médias pour briser le silence autour de ces maladies. Sur plus de 1100 cas de cancer enregistrés au Mali, 3% touchent les hommes. Une proportion qui pourrait baisser si chacun prenait le réflexe de se faire consulter. C'est le message que porte Novembre Bleu. Le cancer de la prostate est plus fréquent chez l'homme et est considéré comme le mal qui touche les personnes âgées et celles du troisième âge en général. Il est trop souvent
découvert à un stade avancé, pour faute de dépistage précoce, et pourtant lorsqu'il est diagnostiqué tôt, il peut être guéri. Si aujourd'hui les cancers masculins ne représentent que 3% des cas recensés au Mali, les spécialistes avertissent. Sans prévention, ces chiffres pourraient grimper. D'où l'importance des campagnes comme Novembre Bleu, axées sur l'information, la sensibilisation et le dépistage. Le siège de l'institution financière Kafodji-Guineo, une partie a pris feu il y a quelques jours. Et bien pour s'assurer des dégâts causés par l'incendie, le ministre de l'économie et des finances était sur les lieux. Batraoré. Motos calcinées, débris d'objets et murs noircis. L'impact des flammes est nettement visible après l'incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment annexe du siège de l'institution des microfinances Kafodji-Guinée. Un drame qui pousse le ministre de l'économie et des finances à se rendre sur les lieux pour faire son propre constat. Alucenu Sanou, au nom des plus hautes autorités du Mali, nous rendre compte de l'état des dégâts et de voir avec la direction du CAFO quelles sont les mesures urgentes à prendre. Et nous avons constaté effectivement que l'incendie est parti du groupe qui contenait déjà plus de 600 litres de gasoil, donc ce qui a fait tout ce qu'on a vu comme fumée. Le patron des finances rassure que toutes les dispositions sont prises après ce drame pour assurer la continuité des services au niveau des Kafodji-Guinée. CAFO n'a pas été touché dans son cœur. Les caisses n'ont pas été touchées, les fonds n'ont pas été touchés, les activités peuvent se continuer très vite. Nous avons demandé à la direction générale qu'il y a un plan de continuité d'activité, parce que dans toutes les banques, l'une des recommandations, c'est d'avoir un plan de continuité d'activité. Le DG nous a rassuré que ce plan de continuité d'activité sera mis en œuvre. Le directeur général des Kafodji-Guinée invite la clientèle à garder le calme, car les équipements clés permettant le fonctionnement normal de la structure n'ont pas subi de dégâts. Quant au ministre de l'économie et des finances, il a salué le courage des éléments de la protection civile dont la promptitude a permis de circonscrire le drame. Nous restons dans le monde de la finance avec la visite de terrain du directeur général des impôts. Objectif, atteindre d'ici le 31 décembre 1387 milliards de francs CFA. Et l'heure de la mobilisation générale a tourné au niveau de la direction générale des impôts. Nyanya Loutraoré, qui a payé ses impôts, était de la visite. La répétition est pédagogique et le rappel est profitable pour relever les défis. 2 mois après la réunion d'urgence tenue à la DGI en termes de mobilisation des ressources, le patron des impôts descend dans l'arène. Amadou Fall Djanka veut constater l'effectivité des recommandations et instructions faites lors de cette rencontre. Sur les 2 rives de la capitale, dans les centres d'impôts, le soutien ne faiblit point et la volonté d'accompagner nos autorités pour faire face aux dépenses étatiques est plus que jamais réaffirmée. Ishaka Djakite, chef du Centre 4. Le Centre 4 est à plus de 20 milliards sur une prévision de plus de 23 milliards 900. Et les jours à venir, d'ici quelques jours, nous pouvons vous assurer que nous allons frôler les 90% avec toutes les stratégies que nous avons eu à mettre sur place. Mais nous voudrons même boucler ces recettes d'ici le 15 décembre 2025. Même son de cloche dans les locaux abritant plusieurs divisions de contrôle de la DGI à l'ACI 2000, notamment celle de la recherche et vérification. Amadou Fall Djanka, directeur général des impôts. À ce stade ici, ils ont 1100 dossiers à vérifier. Et ces vérifications, si réellement il y a eu des résultats de ces vérifications, nous on les appelle des rappels d'impôts. Ces rappels d'impôts, si on les met en émission et en recouvrement avant la fin de l'année, ils peuvent contribuer considérablement à l'atteinte de l'objectif. Partout où la délégation est passée, ce sont des travailleurs motivés à atteindre la somme de 1387 milliards de francs CFA d'ici le 31 décembre au compte de l'exercice comptable de l'année 2025 pour le budget d'État. Sungalo Traoré, secrétaire général du syndicat des impôts. Répondre à l'appel du Mali. Si vous n'êtes pas mobilisé, il s'agit de vous remobiliser pour que l'objectif soit atteint. Au centre 5 à Badalabougou, on retrouve la seule dame à occuper ce poste de responsabilité aux impôts dans le district. C'est Tangara Maïmouna Keïta. On va continuer la mobilisation des recettes et l'État compte sur la seule mobilisation des recettes intérieures pour l'atteinte des objectifs de la DGI. Cette sortie du directeur Djanka, qui est une première d'après les agents rencontrés sur le terrain, a tout son sens. Elle est non seulement de portée nationale, mais elle a permis de renforcer
ce lien avec la base. Place à présent au sport dans ce journal avec le football. Il sera question sur le continent de la 5e édition de la Liga des champions féminines. Tout comme on va parler également de la Coupe du Monde des cadets. Le Mali a validé son ticket pour le 16e de finale. Ce sera vendredi contre la Zambie. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Football Coupe du Monde des cadets qui se déroule au Qatar, les Aiglonnets du Mali décrochent leur billet pour le 16e de finale. Hier, au compte de la 3e et dernière journée des rencontres de poule dans le groupe L, les cadets maliens ont battu 2-0 l'Arabie Saoudite et passent au tour suivant avec 6 points en tant que deuxième du groupe L, derrière l'Autriche qui finit première de la poule avec 9 points. Ainsi, on connaît désormais le tableau des 16e de finale. Le Mali jouera contre la Zambie, l'Argentine sera face au Mexique, l'Italie affrontera la République tchèque, les États-Unis joueront contre le Maroc, le Brésil sera face au Paraguay, le Sénégal croisera l'Ouganda, le Venezuela défiera la Corée du Nord, la Suisse croisera l'Égypte, le Japon sera face à l'Afrique du Sud, la République d'Irlande jouera contre le Canada, l'Allemagne sera face au Burkina Faso, la France se mesurera à la Colombie, la Croatie affrontera l'Ouzbékistan, la Corée du Sud en dégoûtera avec l'Angleterre et le Portugal jouera contre la Belgique. Ces 16e de finale se joueront vendredi 14 novembre. Fenêtre FIFA, si certaines sélections nationales s'apprêtent à faire des matchs amicaux de préparation comme le Mali qui doit jouer en amical le 18 novembre prochain en Tunisie à Rades contre la Jordanie. Par contre, d'autres nations joueront des rencontres de qualification pour le Mondial 2026. C'est le cas de bon nombre de sélections européennes. Sur le continent, il sera question demain jeudi des barrages africains sous forme de demi-finale. Ce mini-tournoi est prévu au Maroc. Ainsi, les Super Eagles du Nigeria affronteront les Panthères du Gabon et les Lions indomptables du Cameroun joueront contre les Léopards de la RD Congo. Les deux vainqueurs de ces affiches s'affronteront le 16 novembre en vue de connaître le représentant du continent pour le barrage intercontinental qualificatif pour le Mondial 2026. Terminons par la Ligue des champions féminines dont la 5e édition bat son plein en Égypte. Les joueuses de l'ISFAS qui représentent le pays ont fait hier leur 10e sortie marquée par une défaite 2-0 contre AS FAR de Rabat du Maroc. L'ISFAS jouera son 3e et dernier match de poule samedi, une rencontre décisive pour la qualification face au Football Club Massar d'Égypte. Après 2 journées dans le groupe A, l'ISFAS occupe la 3e place avec 3 points derrière le Football Club Massar d'Égypte et l'AS FAR de Rabat du Maroc. Ces deux formations comptent chacune 4 unités. Chronique de l'environnement. Et dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous fait découvrir un trésor important du pays d'Ogon. À Badjangara, l'association pour la promotion de l'agropastoralisme, du pastoralisme, de l'élevage et de la promotion humaine s'emploie à promouvoir l'usage de la pierre dans la construction des habitations et bâtiments publics. Ce matériau abondant dans la région offre une résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'érosion et au climat. Bernard Togo, membre de l'association pour la promotion de l'agropastoralisme, du pastoralisme, de l'élevage et de la promotion humaine. Déjà, les jeunes que nous formons, déjà en temps en formation, il y en a qui arrivent même à économiser pour envoyer à leurs parents au village. Et dans le monde rural, nous avons donné des compresseurs aux artisans locaux. Parce qu'ils disaient que pour extraire avec la main, ils font près de 10 trous dans la journée. Mais avec un compresseur, ils peuvent faire 100 à 150 trous. Donc, ça augmente la quantité d'extraction de la pierre. Donc, ils peuvent vendre davantage. Pour nous, cette technique lutte contre effectivement le chômage. Des jeunes qui devaient aller travailler en ville, dès qu'ils ont eu des compresseurs, ils sont restés au village. Parce qu'avec ces compresseurs-là, ils peuvent extraire la pierre, ils peuvent creuser des puits pour le jardinage, ainsi de suite. Donc beaucoup sont restés sur place au lieu d'aller à Bamako. En remettant au goût du jour les techniques traditionnelles des bâtisseurs d'Ogon, l'association souhaite préserver un patrimoine architectural unique tout en répondant aux défis du changement climatique. Bernard Togo, membre de l'association. Depuis 2013, nous avons formé plus de 156 jeunes, filles comme garçons. Dans cette formation, les compétences qui les retrouvent, c'est d'abord la reconnaissance de la bonne pierre dans la construction. Ensuite, on les apprend à extraire les techniques d'extraction de la pierre. Ensuite, les techniques de taille de pierre. Puis, les techniques de construction
en pierre. Tous les jeunes qu'on a formés, en tout cas, ils ont tous ces modules-là qu'ils ont appris en 6 mois de formation en éco-construction. Ils ont toutes ces compétences-là. Et aujourd'hui même, les jeunes que nous avons formés, beaucoup sont appelés vers Bamako pour les constructions en pierre. À Badiangara, quand on prend la rue Nagabonou, le pavage, ce sont nos élèves qui ont pavé ça. Quand tu vois les décorations, la maison de Sidna Toumé et consorts, nos jeunes ont participé justement à cette décoration aussi. Donc ils ont les compétences nécessaires pour extraire, tailler, construire, poser pavé, ainsi de suite. Entre tradition et modernité, la pierre retrouve peu à peu sa noblesse à Badiangara, symbole d'un avenir durable enraciné dans la culture Dogon. Il est 13h passé de 25 minutes à Kona, dans la région de Mopti. Même heure à Logokakulu, Dramane et à Samé. Ces 3 localités sont situées dans la région des Cailles. Ce journal, enfin, vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, réalisation Koumba Sissako Dieneba Koulibaly, mise en ligne Bekay Sissé Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Moïse Traoré. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiquez. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.